Parmi nous pour cette première table ronde sur la digitalisation du parcours client. Nous sommes ensemble pour une petite heure, allez 50 minutes, ça va passer très vite parce qu'il y a de belles choses à dire. Déjà, j'ai enlevé le masque, voilà. Vous m'entendrez un petit peu mieux. Tout ça pour vous dire qu'on regarde le petit jingle préparé par Alliance Production. Ça manque un petit peu de volume, Christophe, là, hein, au niveau de la musique. Ah non, c'est Anna qui gère la musique. Allez, mettez-nous du son. Allez, merci pour cette première table ronde, donc digitalisation du parcours client. J'invite à me rejoindre sur scène Anne Bellery. Anne Bellery, qui est la directrice stratégie et relations clients chez Suez. Suez, je ne vous présente pas, j'aime me mettre direct au fond, vous me rejoignez. Second invité, second intervenant, Stéphane Mauduit. Stéphane Mauduit, vous êtes le responsable du pôle digital et engagement client chez Inotera. On va se rappeler quand même vite fait, évidemment, les entités diverses et variées. Il y a des étudiants, notamment, qui viennent de l'ICN, qui peut-être ne connaissent pas toutes vos structures. Merci Stéphane Mauduit. Et enfin Bruno Da Silva, je vous invite à nous rejoindre. Vous êtes associé et PDG du groupe d'expertise comptable, audit, conseil, etc. Exco Nexium, on va dire Exco tout court. On peut enlever le masque dès que nous sommes assis. Merci à tous les trois évidemment de vous prêter à ce jeu, à cette table ronde. Stéphane Mauduit, vous êtes enregistré au niveau technique, tout va bien, ça marche? Voilà, ouais, allez, merci. Vous avez un de vos collaborateurs, vous nous dites éventuellement, on s'adapte, nous sommes entre nous. Anne Bellery, quelques mots tout rapides sur Suez, évidemment. Suez, acteur très important des déchets et de l'environnement. Hop, prenez bien le micro, normalement il est branché, pas de souci. La gestion de l'eau. La gestion de l'eau. Stéphane Mauduit. Oh, Stéphane, oui, Suez, on connaît. Tout le monde connaît Suez, évidemment, il n'y a pas de souci. Allez, Inotera, peut-être. Alors, Inotera, très belle ETI française, donc laboratoire pharmaceutique, dans le médicament, mais également dans le dispositif médical. Donc, pour vous donner juste, vous sachiez ce qui se cache derrière le dispositif médical, c'est par exemple tout ce qui va concerner la compression veineuse élastique, mais également l'orthopédie et la podologie. Voilà, et une belle ETI de près de 2000 personnes, donc avec Thierry Lavigne qui m'a sollicité pour partager notre expertise et vous la partager puisqu'on est en pleine transformation digitale. Et pourquoi vous êtes invité ici aujourd'hui, notamment parce que dans les Vosges, à Nomexy, il y a une des usines d'Inotera avec 300 collaborateurs. À peu près, oui. Avec grosso modo 10 embauches par an. C'est un site qui performe très bien. On est très actif et acteur local. Merci beaucoup, Stéphane Mauduit. Bruno Da Silva, le groupe d'expertise comptable Exco. Alors, on se regarde entre nous, on regarde le public aussi, bien sûr. Alors, en détail, Exco Nexium, c'est un groupe de cabinets qui est implanté sur tout le sillon lorrain, ainsi que sur Paris. On a à peu près 300 personnes, avec une particularité, c'est au-delà de l'aspect expertise comptable, c'est avant tout, on va dire, un groupe de services aux entreprises orienté vers la production de comptes, l'audit de comptes, consolidation, mais également tout le conseil très opérationnel dans ce qui peut être la cession, acquisition, transmission. Et puis, il y a un volet aussi important sur toutes les activités juridiques, que ce soit la fabrication de la paye ou tout ce qui peut concerner le secrétariat juridique des entreprises. Merci beaucoup pour ces quelques éléments d'introduction. Nous sommes ici pour vous apporter quelques éléments théoriques et méthodologiques à partir d'exemples concrets, d'expertise, d'expérimentation, d'expériences parfaitement concrètes. Anne Bellery, je vais commencer avec vous si vous voulez bien. Peut-on se lancer dans un chantier de digitalisation du parcours client lorsque l'on est une TPE, une PME? Je vais commencer par revenir sur la conférence d'avant. La digitalisation des parcours, elle est liée à l'évolution des comportements des clients, et l'évolution des comportements des clients, elle est liée à les évolutions technologiques. Concrètement, c'est le smartphone et Internet. Et donc ça fait que les clients évoluent. Et donc toutes les entreprises, elles ont besoin, TPE, PME ou plus grandes entreprises, elles ont absolument besoin
de développer des parcours digitaux parce que c'est ce qui va permettre d'acquérir des clients, de les fidéliser et de faire de l'efficacité opérationnelle. Donc oui, est-ce qu'elles le peuvent ? Elles peuvent s'engager tout à fait, les TPE, dans le parcours digitaux. C'est quelque chose qu'il faut aborder alors à petits pas, hein, vraiment dans des démarches très progressives, parce que c'est aussi rentrer dans un dans un monde avec des codes et des usages et des savoir-faire qu'on ne connaît pas forcément. Et donc ça s'apprend, et voilà, il faut y aller en investissement mesuré. Mais très clairement, oui, les TPE peuvent s'engager dans ces démarches-là, et elles le font. La crise Covid a accéléré ça. Quand on voit le click and collect qui a été mis en place par une très grande majorité de commerces, de tout petits commerces, eh ben, c'est des parcours digitaux qui commencent en ligne. Hein. Le client, il commence par sélectionner ses produits en ligne et qui se terminent en boutique pour aller chercher son produit. Donc c'est tout à fait faisable et les entreprises ont un grand intérêt à y aller. Stéphane Mauduit, l'environnement sociétal, social, économique dans lequel doit s'inscrire aujourd'hui ce parcours client. On est au lendemain, évidemment, pas tout à fait parce que ça se poursuit, de cette crise sanitaire inédite. Voilà, ça a été un booster phénoménal. Ça a été un booster qui a et ses avantages et ses inconvénients, puisque ça a un peu impulsé un rythme sûrement trop rapide pour certains, alors peut-être lent pour ceux qui sont dans le digital et dans le parcours digital depuis longtemps. Mais en tout cas, nous avons aujourd'hui du consommateur connecté, hein, qu'il soit d'ailleurs du B2B ou du B2C, donc personne morale ou personne physique. On est tous avec son smartphone. On est habitué maintenant à avoir aujourd'hui dans notre quotidien des offres de services ou des produits qui sont vendus par le digital. Nous avons des interactions avec des entreprises qui nous proposent une expérience tant sur des points de vente que sur leur site internet. Donc il faut maintenant que toutes les entreprises suivent cela, puisqu'on parle maintenant de consumer-centric, encore un gros mot anglais qu'on utilise tous les jours. Donc la centricité est très importante. Il faut maintenant vraiment répondre à un client ou à un prospect qui est hyper connecté et qui a besoin justement que depuis ces différents outils, qu'ils soient smartphone ou ordinateur, puisse avoir toute l'information sur vous et jusqu'à l'acte d'achat pour qu'on puisse le suivre de toute l'expérience que vous allez avoir avec lui. Donc, pour rejoindre aussi la première question, je pense que c'est pas que est-ce qu'on doit être maintenant digital ? Il faut l'être. Voilà. On parle toujours d'exemples de grandes entreprises pour lesquelles ils n'y ont pas cru, comme Kodak qui a été cité tout à l'heure par l'intervenant précédente. C'est très connu, mais je peux en citer plein d'autres qui n'y ont pas cru et qui, derrière, ont essuyé des échecs. Donc il faut y aller, mais au rythme de l'entreprise aussi. C'est très important. Le rythme que l'on a, nous, chez Inotera, n'est sûrement pas le même que chez Suez ou dans la sienne. Donc il faut aussi bien écouter en interne ces salariés, puisqu'il faut aussi les engager dans cette transformation. Il faut qu'ils comprennent ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Donc la culture client, un autre mot que je veux faire passer, que vous imprégniez aujourd'hui, c'est la culture client doit être partout dans l'entreprise, au niveau des directions, mais jusque pour nous, à la personne qui est derrière une machine, il faut qu'elle sache donner du sens en fait à ce qu'elle va faire aujourd'hui. Bruno Da Silva, sur l'état d'esprit qui drive un petit peu tout ça aujourd'hui. Rapprochez bien le micro. C'est sûr que ce qui a été important, encore plus nous dans nos métiers, on est essentiellement basé sur le B2B. Donc ce qu'on a observé, c'est qu'on a des clients qui sont extrêmement variés, avec des personnes qui sont ultra connectées, les chefs d'entreprise, leurs collaborateurs, mais on a également des structures dans lesquelles on a des personnes qui sont plutôt en fin d'activité et qui ont des besoins également, mais qui ont besoin qui ont une expérience qui va être différente. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la construction de la digitalisation du parcours client, ce qui est très important, ça va être de pouvoir personnaliser au maximum les parcours en fonction des clients que l'on va rencontrer et qui ont des besoins, certes, qui peuvent être parfois identiques, mais on a besoin de prendre en considération les particularités qui sont liées à leur propre expérience, à leurs outils, parfois à leurs équipes qui ne sont pas tous au même niveau. Donc l'enjeu pour nous, ça a été de beaucoup travailler sur la personnalisation du parcours et d'adapter au maximum cette expérience en fonction des clients et de leurs équipes. Anne Bellery, la fin de ce mass marketing, comme on dit. Ça rejoint l'idée de personnalisation. Ce qui va être important dans le digital, c'est vraiment de proposer aux clients de
le faire venir sur le site et de ne pas l'inonder de messages en masse parce que ça ne marche plus. C'est perçu par les consommateurs comme quelque chose d'intrusif. Donc oui, effectivement, on a une nécessité dans les parcours clients et si on parle des personas tout à l'heure, de décrire très précisément et d'essayer d'adresser des gens qui finalement ont des comportements différents, mais d'avoir une réponse pour chacun d'entre eux au travers de nos parcours. Et une réponse qui soit simple et fluide et qui permette dans la navigation d'aller au bout de la transaction ou du parcours que le client a sélectionné. Stéphane Mauduit. Alors si on peut débuter notre belle aventure des personas, qui est un mot barbare qui arrive aussi, ou personae, ou persona buyer, ce qui va être important, effectivement, c'est la connaissance de notre client. Donc c'est là aussi on met forcément un pied dans la data. C'est qu'aujourd'hui, il faut absolument le connaître. Mieux je le connais, mieux je le comprends, et du coup, mieux je lui adresse ce qu'il attend. Et surtout au moment où il l'attend, et sur l'outil sur lequel il est le plus performant dans la recherche d'informations. Le changement de paradigme qu'on a eu ces dernières années, en fait, alors la Covid l'a accéléré. Les gens peuvent remercier la Covid d'avoir démystifié le QR code, qui était un vrai échec en France. Personne ne l'utilisait. Et grâce au pass sanitaire, maintenant, tout le monde connaît le QR code, tout le monde sait l'utiliser. Donc maintenant, dans les packaging dans les entreprises, on voit de plus en plus de QR codes pour poursuivre l'expérience du client au-delà de l'achat d'une boîte où pour nous, par exemple, il y aurait un collant ou un bas SmartLeg, un collant SmartLeg ou un bas Varisma. On pourrait apposer un QR code pour qu'on lui explique, par exemple, comment bien le mettre ou sur les textures qu'on lui propose, le catalogue qui va pouvoir s'ouvrir. Donc, il va falloir bien les connaître, ces clients, donc ces fameux personas, puisque ça va aider les équipes marketing derrière à préparer des campagnes qui seront exactement dans les sujets qui sont attendus par les différents personas que nous avons réalisés. Alors, n'ayez pas peur, ce n'est pas compliqué à faire. Il faut surtout questionner ses clients pour savoir quelles sont leurs préférences, leurs motivations, leurs frustrations par rapport à la relation que vous avez avec eux. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir faire ensuite des grandes familles de clients types pour laquelle il sera très simple ensuite, une fois qu'on connaît la cible que l'on veut toucher, et bien avoir la bonne tonalité rédactionnelle, le bon canal préférentiel et la bonne information à lui apporter. Bon, ça, c'est vraiment pour le consommateur. Quand c'est du client business en termes de comptabilité. Oui, mais ça rejoint un peu la même chose. C'est-à-dire que quand nous, on l'a mis en œuvre, on a démarré il y a 5 ans, puis c'est un travail qu'on améliore, qu'on est toujours en veille pour le faire progresser, cette expérience. Mais comme vient de le dire Stéphane, l'enjeu pour nous, ça a été de faire un gros travail de segmentation à la fois des clientèles, puisqu'on a différents secteurs d'activité qui ne consomment pas forcément les mêmes services, qui n'ont pas forcément les mêmes besoins. Mais d'un autre côté, on a également eu besoin de le segmenter par rapport aux services qu'ils consommaient. C'est-à-dire que certains pour qui on fait de la paye, du droit, pour d'autres on fait de la comptabilité, pour d'autres on fait de l'audit. On a eu donc besoin de faire un très gros travail de segmentation. Et puis ensuite, ça a été de créer ces espaces de manière à ce que chacun des clients puisse retrouver, puisse cibler c'est qui l'équipe qui travaille pour lui, quelles sont les informations dont il va avoir besoin, de manière de segmenter aussi l'information, puisque quelqu'un qui est dans l'hôtellerie, c'est pas quelqu'un qui est dans le transport, c'est pas quelqu'un qui est dans le secteur de la santé. Et donc on a le souci de travailler sur également la personnalisation de l'information que l'on va mettre à disposition au-delà de l'information que l'on produit pour nos clients. Il y a à la fois ce que l'on produit, mais il y a aussi l'information que l'on souhaite donner sous forme de newsletter. Mais je n'ai pas envie d'envoyer une newsletter qui parle de la santé ou qui parle du transport si j'ai un client qui est un boulanger ou qui est dans un secteur de l'hôtellerie, par exemple. Et puis, je crois, Ludovic, juste pour intervenir, en fait, ça touche aussi bien le B2B que le B2C. Et avec le client B2C, il a des attentes, mais le B2B également, l'entreprise a également des attentes particulières. Donc il faut partir du principe que ces deux grandes familles de clients sont à adresser, bien sûr différemment, mais en tout cas, il faut vraiment partir du principe que le parcours client existe autant pour le B2C que pour le B2B. Anne Bellery, dans un groupe comme Suez, la différenciation du parcours client entre... C'est très très important pour nous en fait, parce que, alors pour 2 raisons. D'abord, on a beaucoup d'activités différentes, et donc on a vraiment des typologies de clients qui ne sont pas du tout les mêmes, entre des clients industriels dans le monde des déchets et un consommateur d'eau que nous sommes. Donc on voit bien que forcément les attentes ne sont pas du tout les mêmes. Donc effectivement, on a des démarches de parcours client qui sont par activité. On essaye de décrire des personas par activité. Et on a une particularité, en particulier dans le monde de l'eau, c'est qu'on s'adresse à tout le monde. Et donc on doit, dans nos parcours, être capable de répondre de façon personnalisée à une variété de consommateurs qui est très très large.
avec des problématiques, un accès au numérique qui peut être différent, avec un intérêt, voilà, un usage de l'eau très différent aussi. Et donc, oui, on a tout à fait cette logique de segmentation, elle est indispensable. Et ces personas qui sont en fait des robots types, des clients types qu'on décrit en catégorie, nous permettent de nous assurer, et on fait vraiment ce travail-là, que ce client de type consommateur classique, par exemple, dans un petit pavillon, il aura bien tous les services qu'il attend et qui correspondent à ses attentes. On fait ça de façon très, très structurée. C'est des démarches qui sont extrêmement structurées. Explicitez-nous cette structuration. Dans la limite du raisonnable, évidemment. On va décrire nos clients types. Donc, on va avoir, par exemple, on va mettre l'âge du client, on va mettre son activité, on va faire des catégories de clients, on va faire son appétence au digital et on va s'assurer que nos parcours ils correspondent à des attentes pour des clients qui sont très appétents au digital et donc très à l'aise avec la navigation, et d'autres qui sont moins appétents et qui doivent aussi trouver, avec un parcours, une solution qui leur correspond. Donc on fait ça de façon vraiment très approfondie. On va mesurer dans le digital nos clients, quel parcours ils souhaitent voir, est-ce qu'ils vont jusqu'au bout d'un parcours, est-ce qu'ils trouvent ou pas la solution, et on améliore en permanence dès qu'on voit qu'un client n'a pas trouvé ce qu'il attendait sur nos parcours. Et ce, quelles que soient nos activités. Merveilleuse transition, merci beaucoup. Avec le digital, forcément, il y a l'accès à l'information, il y a la diffusion de l'information, il y a une exhaustivité dans l'information disponible qui est nouvelle. Ouais, c'est l'attente ou une de base. attente d'information. C'est l'attente de base, c'est-à-dire que le client, il a Google en tête en fait. Donc le client, il veut l'accès à l'information qu'il souhaite, qu'il concerne, tout le temps, n'importe quand, n'importe où, facilement et gratuitement. Et comme il a cette habitude-là avec Internet, il attend des entreprises en fait le même service. Et donc il attend qu'on pousse beaucoup plus d'informations. Nous, très concrètement, il y a des métiers où on ne publiait pas nos prix, on fonctionnait sur devis. Et ça ne satisfaisait pas les clients. C'est plus possible. C'est plus possible. Donc on a mis en place des systèmes de prix. Et le client, alors pourquoi on ne le faisait pas? C'est pas pour ne pas le faire, c'est parce que c'était un peu compliqué pour l'entreprise. Il y a des endroits où il y a des prix qui sont hebdomadaires, ça change souvent. Et donc c'était compliqué, il fallait venir à l'agence pour avoir des prix. Et bien on les met en ligne et en fait ça crée beaucoup de satisfaction parce que le client, quand il arrive chez nous, il a vu le prix. Et donc il n'est pas surpris, il sait à quoi s'attendre et il l'accepte finalement mieux que quand il arrive et qu'il découvre. Donc ce type d'information, alors c'est vrai pour la description technique d'un produit, c'est vrai pour des consignes, comment ça fonctionne. Toutes les règles du jeu entre l'entreprise et le client, on les expose beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est vraiment le premier niveau de l'accès à l'information. Oui. Et je vais me permettre une petite aparté. J'ai appris tout récemment, parce que je ne suis pas un spécialiste de la chose, le terme Atawad. Tout le monde sait ce que c'est Atawad. Et les produits anytime, anywhere, any device, pour répondre à... C'est exactement ça. Voilà, c'est pour exactement répondre ça. à tout... allez-y, je vous donne le mien, ou vous, allez-y. Avec une petite différence, c'est que l'avantage aujourd'hui pour le client, moins pour nous, c'est que l'information qu'il va chercher, il peut l'avoir sans nous avoir sollicité une seule fois. Auparavant, il est obligé de contacter à un moment donné une entreprise pour avoir une information. Aujourd'hui, il peut faire son petit marché à l'information en toute autonomie et parfois, on a des gens qui pourraient être plus matures que l'entreprise elle-même ou qu'un salarié parce qu'il s'est tellement renseigné sur le sujet qu'il est presque incollable. Voilà. Avec le défaut aussi où souvent, on pense que ces gens, ils se pensent sachants sur un sujet alors que pas forcément. Et nous, ce que doit apporter... notamment pour l'électroménager, parce que j'ai fait un petit passage en électroménager, c'est que le vendeur, lui, son but aussi, c'est de lui apporter normalement le bon produit par rapport à son projet. Voilà. Et parfois, quand on se pense sachant, on va acheter quelque chose de largement trop
important par rapport à ce qu'on doit faire, et on peut dépenser beaucoup d'argent pour en dépenser que 10%. On va poser le micro, Phil, vous gardez le micro sans main, pas de souci. On va y venir sur l'humain, malgré tout, malgré ce terme de digitalisation, évidemment. Bruno da Silva, ça marche aussi dans l'expertise comptable, évidemment, pas spécialement, ce besoin d'information, cette attente d'information de la part des clients, hein, évidemment. En fait, ce qui est pour nous, en tout cas, important, et c'est comme ça qu'on l'a bien identifié, c'est que on produit énormément d'informations, et ce qui est très important dans l'information, en tout cas de notre côté, quand on a fait cette segmentation aussi des clients et des besoins, ça a été également de qualifier l'information, parce qu'à la fin, également, celui qui va rentrer sur cette plateforme ou sur nos espaces, on a également le souci qu'il ne s'y perde pas et qu'il récupère rapidement l'information. Donc, il y a eu un gros travail de qualification pour voir ce qu'il était pertinent de publier ou ce qui n'était pas. Et là, donc, on s'adresse à des chefs d'entreprise ou à leurs collaborateurs qui sont susceptibles de rechercher des documentations ou on va dire des formulaires un peu spécifiques. Donc, l'objectif, ça a été de bien travailler cette partie-là pour que nos clients dans l'information s'y retrouvent. Il y a un deuxième intérêt également, quand on se posait la question s'il faut ou si on doit, mais c'est qu'à un moment, également, moi, quand je regarde le métier, il y a 20 ou 25 ans ou 30 ans, on avait des équipes, des secrétariats, les clients appelaient, on leur envoyait le document, c'était super, c'était comme ça, c'était des métiers qui existaient. Aujourd'hui, recruter des jeunes qui vont passer leur temps à envoyer le papier, à faire ceci, c'est pas attractif, ça ne marche pas. Et en même temps, on ne peut le faire que de 8h à 18h, et puis parfois de 8h à 16h, ou des fois pas le vendredi après-midi. Donc l'enjeu également pour nos entreprises et pour les vôtres, c'est également d'être en mesure d'être réactif, de mettre à disposition de l'information que le client il n'a pas besoin d'appeler pour la voix, il se connecte, il récupère sa donnée et il est content. L'aspect humain, on y reviendra, mais parce qu'il y a aussi l'aspect humain, mais au moins ce côté purement administratif qui n'apporte pas de valeur ajoutée à nos équipes, mais qui par contre est un besoin pour nos clients, voilà, il faut qu'on leur mette à disposition cette information. Quel impact en termes de réorganisation dans vos structures respectives ? C'est récente ou à venir ? Parce qu'évidemment, vous avez tous des choses dans les tiroirs. En fait, on ne part pas d'une feuille blanche. L'entreprise, voilà, quand je regarde nos cabinets, les premiers ont pu se créer dans les années 60. On a eu des opérations de croissance avec des entreprises qui avaient leur propre histoire. Donc, à côté de ça, on a des équipes qui ont grandi avec nous au cours de toutes ces années. Donc, ça nécessite déjà d'identifier ces personnes-là, d'identifier les différentes équipes que l'on a, et puis de voir quels sont ceux sur lesquels on va pouvoir, entre guillemets, s'appuyer pour structurer et changer l'entreprise, changer progressivement les métiers. Mais ça prend comme beaucoup de temps, on va dire, de former, d'accompagner ces personnes qui étaient toujours habituées à un certain modèle. Donc, il faut réussir à leur vendre la suite de l'histoire, mais... Est-ce que ça se fait dans le temps imparti, dans le temps nécessaire ? Il y a le temps du numérique, il y a le temps du digital, et puis il y a le temps de l'organisation de l'entreprise. Oui, en fait, on ne peut pas se fixer un calendrier dans lequel on devra terminer à telle date. Pour moi, c'est un travail qui nécessite... il faut enclencher le processus. Il y a des choses très importantes. Dès le départ, c'est de bien fixer ce qu'on disait tout à l'heure, la segmentation, c'est de bien fixer dès le départ l'organisation qu'on veut mettre en œuvre. Et puis après, progressivement, on lance le chantier et progressivement, les personnes rentrent dans les processus. Il y a de la formation qu'il faut mettre en œuvre. Et puis, c'est un travail de long terme. Alors, ce travail, il s'accélère au gré de départ en retraite, où on va modifier nos recrutements, bien sûr. On va cibler des recrutements qui vont permettre de plus insister sur ces problématiques-là. Sachant que même si je disais on était 300, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est petit. Et en termes de moyens, on ne peut pas dire on va demain recruter une équipe de 10, 15 personnes qui va s'occuper que de ça. Ce n'est pas possible. J'imagine que je ne dois pas être le seul. Dans la salle, il y en a d'autres qui comprennent ce que je suis en train de dire. Donc, ça nécessite quand même de se donner le temps. Il ne faut pas vouloir avoir fini au bout d'un an. Non, ce n'est pas vrai. Ça va prendre du temps.
Stéphane Auduit, chez Inotera, l'impact évidemment pour se réorganiser, pour répondre à ces attentes nouvelles, à ces besoins nouveaux aussi dans la démarche stratégique des entreprises. Alors, chez Inotera, on a beaucoup de chance, parce que déjà, on a un président, M. Gobet, et Thierry Lavigne, directeur des industries, qui sont sponsors de cette transformation. D'ailleurs, c'est très important dans une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, parce que là, on a un peu la petite, l'ETI, et puis l'énorme. En fait, la méthode doit être la même. Donc, il faut qu'au niveau management, top management, il y ait des gens qui nous sponsorisent pour montrer aussi, donner l'impulsion. Ensuite, il faut effectivement appeler des experts. Donc, on peut identifier en interne, et on le fait beaucoup, puisque notre priorité et dans nos valeurs, c'est d'aller déjà voir ce que nous avons dans notre vivier qui pourrait nous accompagner dans cette transformation. Et on le fait de façon très transparente au niveau de chaque salarié pour leur donner envie de rejoindre ou pas l'équipe qui va mener à ces transformations. Après, il y a effectivement la recherche de gens externes. J'en fais partie. J'ai intégré Inotera il y a peu de temps. Ils sont allés me chercher pour mon expertise digitale et non pas pharmacie. Parce qu'on a besoin un peu de gens qualifiés, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi ce qu'on appelle maintenant le soft skill, donc l'état d'esprit des gens, puisqu'on change de paradigme. Donc nos métiers vont changer, on va sortir des gens de leur zone de confort. Inotera, c'était centenaire, avec un très fort engagement, donc les gens restent chez nous longtemps, parce qu'on y est bien, parce qu'on nous permet de grandir dans cette entreprise. Donc il faut aussi les accompagner dans une digitalisation qui apporte beaucoup d'expertise de plus en plus pointue, des façons de faire aussi qui sont très changeantes. Le précédent intervenant, tout à l'heure, je l'entendais parler d'UX, parler aussi de méthode agile. Et ben, ça change les comportements. Voilà, donc je pense qu'il faut marier les deux, il faut prendre des gens en interne qui vont être les ambassadeurs aussi pour tirer l'entreprise dans sa transformation, et quand il le faut, aller chercher soit en externe, soit des experts qu'on va internaliser pour pouvoir rythmer et accompagner ces transformations, et notamment la recherche de ce parcours digital, qui n'est pas que digital d'ailleurs, parce que maintenant on parle aussi bien de parcours digitaux que de parcours physiques, parce que peut-être qu'ici, on parlait tout à l'heure, il y avait un fleuriste. Il y avait un coiffeur, je crois. Alors moi, mon salon de coiffure, on prend les rendez-vous en ligne. Mais là aussi, ça veut dire que dans tous les métiers, dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs, on a besoin de connaître son client et son parcours pour mieux l'adresser. Anne Bellery, chez Suez, cette adaptation de l'entreprise à ces nouvelles attentes. Pour moi, il y a 3 impacts majeurs. Le premier, c'est les nouvelles compétences. Alors, vous l'avez dit, c'est vraiment des nouvelles compétences. Il y a des nouveaux métiers. Alors, il y en a qu'on connaît, community manager, je gère une marque, je regarde ce qu'on dit de moi sur les réseaux, UX designer, expert SEO. Expert SEO, c'est la personne qui fait qu'on va trouver votre marque dans les premières pages de Google. Ben, ça, c'est un vrai métier, c'est extrêmement spécialisé. Et effectivement, on ne pourra pas embaucher un expert de chaque, surtout pas, même nous Suez, on ne le fait pas. On n'a pas démarré une démarche digitale en allant chercher des spécialistes sur chacun des sujets, parce qu'il y en a trop. On a utilisé, et ça marche très très bien, on a utilisé des cabinets spécialisés qui, en quelques journées de travail, sont capables de nous aider sur des points très précis. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut démarrer pas à pas. C'est vraiment une conviction forte que j'ai, et c'est comme ça qu'on a démarré. Et après, quand on a atteint la taille critique, on a embauché progressivement des profils parce qu'on avait suffisamment d'activités et qu'on avait un ROI en face des travaux qu'on avait menés. Et on a commencé par un traffic manager dont l'activité, c'est de piloter la performance d'un parcours et de nous calculer sur chaque euro investi, en fait, quel est le ROI qu'on obtient. Donc, c'est des vraies compétences. Et moi qui ai eu une vie avant que le smartphone existe, ça s'apprend. Il faut vraiment aller chercher des gens spécialisés. Ça, c'est le premier impact sur les métiers. Le deuxième, c'est des impacts sur les systèmes d'information, avec des produits spécifiques pour gérer la data autour de la connaissance client, pour pouvoir les segmenter. Et puis, le dernier et le plus compliqué, alors, je ne sais pas si c'est l'état d'esprit, mais en tout cas, c'est des modes de fonctionnement qui sont très différents de ce que nous, on avait habituellement fait chez Suez, c'est-à-dire des modes de fonctionnement hiérarchiques classiques qu'on trouve dans toutes les entreprises. Là, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il faut absolument faire de la co-construction, du collaboratif, du transversal, et monter des équipes projets. On monte, nous, des toutes petites équipes projets, mais avec des compétences différentes. Et ces équipes projets, elles travaillent ensemble pour construire les parcours. Elles vont
en interne, mais aussi avec les clients. C'est-à-dire qu'on fait de la co-construction très tôt quand on a une idée. On va voir nos clients et on leur pose la question, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vous comprenez ce qu'on veut faire? Est-ce que ce parcours vous convient? Et ça a une très très forte valeur ajoutée parce que, avec souvent des points qui ont l'air anodins, qui vont être du vocabulaire, qui vont être des questions de mode de paiement, eh ben on s'adapte vraiment à notre client. Ça, on ne le faisait pas du tout avant et aujourd'hui, on le fait. Et du coup, on a des time to market qui sont vraiment plus rapides, en fait. On va faire des choses beaucoup plus essentielles pour le client et non pas essentielles pour nous. On va s'attacher à développer ce qui intéresse d'abord nos clients. Ça, c'est vraiment le mode de fonctionnement. C'est très compliqué de changer les modes de fonctionnement internes dans nos organisations. J'imagine que chez vous, c'est un peu pareil. Mais ça va avec. C'est-à-dire qu'on ne fera pas de parcours digitaux et de digitalisation si on ne change pas aussi la façon de gérer les équipes. Stéphane Mauduit, Notera. Oui, puis je crois aussi la différence dans l'approche. C'est alors encore un nom barbare, encore un anglicisme. On est en test and learn, en fait. Il ne faut pas avoir peur de pouvoir essayer. Donc, essayer. Donc Test and learn. Test and learn. Donc j'essaye, je teste un projet, j'apprends de ce projet si c'est une réussite ou pas, et j'ai le droit à l'erreur. Voilà. Je crois que ce qui va être aussi important dans cette nouvelle approche du digital, c'est qu'on a le droit de se tromper. Alors l'avantage digital, c'est qu'on peut se tromper sans que ça nous coûte cher, parce qu'on peut très vite modifier une stratégie digitale ou changer une page d'un site ou un parcours très rapidement, ce qui est moins vrai avec le print auparavant. Donc je crois que c'est aussi hyper important. Puisque les gens, vous les sortez de leur zone de confort, il faut les rassurer aussi et leur dire qu'ils ont le droit de se tromper. Et là, j'ai dit plusieurs fois hier en quelques minutes, parce qu'on n'est pas dans une société aujourd'hui en France où on nous autorise cet échec, alors que les anglophones ont une approche plus vertueuse sur l'échec. Donc ça, c'est aussi un mode de fonctionnement qui est très différent de ce qu'on a connu aujourd'hui dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut aussi s'entourer de gens qui vont pouvoir proposer cette nouvelle méthode. Voilà. Après, il n'y a pas de solution miracle. On le vit, nous. Je pense que Suez le vit, et toi aussi, tu le vis chez toi. Faut pousser les gens, il faut les amener. On dit toujours, et on l'a vu sur un séminaire manager qu'on a il n'y a pas longtemps, où on nous a rappelé qu'il y a 15% en fait, de ressources dans une société qui vont pousser toujours l'entreprise. Il faut bien les identifier, ce que j'appelle moi les ambassadeurs, et s'appuyer aussi sur eux pour que toute l'entreprise soit entraînée vers cette modification, ce changement de travailler, et de pouvoir être transversal, comme le disait très bien Anne. On le dit tous les jours, cassons les silos. C'est pas si facile, donc il faut aussi donner du temps. Il ne faut pas vouloir aller trop vite aussi. Vous avez cité à 2 reprises UX designer. C'est quoi un UX designer? UX, je ne sais pas comment on dit. C'est celui qui est en charge de construire un parcours client en ligne, de le structurer pour qu'il soit le plus simple, le plus fluide pour le client et qui crée l'émotion la plus positive possible au travers du parcours. Donc on lui demande, on essaie de faire quelque chose de simple qui va plaire au client. Et c'est un métier, c'est des gens qui ont cette compétence-là, et qui ont cette expertise-là. Bruno Da Silva. Ouais, quand je vous écoutais, la co-construction, c'est hyper important. Je sais quand on a lancé les projets, on a eu le souci de mettre autour de la table les différents métiers présents dans notre entreprise, mais également des fonctions support, des personnes qui font du RH, des personnes qui font de l'informatique, pour que derrière toutes les sensibilités puissent s'exprimer. Et ce que je trouve en plus génial dans ce genre de projet, même si c'est un peu la révolution, moi le premier, je n'avais pas trop l'habitude, je suis né, comme tu disais, avant les téléphones ou avant certaines choses, mais quelque part, c'est des projets qui sont extrêmement fédérateurs, je trouve. Parce que moi, ça m'a permis en tout cas de fédérer autour d'un projet, parce que les projets, c'est ce qui emmène les équipes quand on ne sait plus trop, quand on ne sait pas. Dès qu'on a un projet, en mode projet, on ne se pose pas de questions, on a une action à faire, on a quelque chose, on donne du sens. Et quelque part, ce qui est intéressant, je m'aperçois aussi à quel point ça a créé de l'émulation. Effectivement, comme tu disais, il y a des ambassadeurs, il y a ceux qui sont debout sur les freins, et puis on va dire qu'il y a le 70-80%, bon, ils vont suivre, ils vont faire ce qu'on leur dit. Le fantôme, Anne Bellery, c'est ça? Vous avez dit quoi, J'ai dit le ventre mou, c'est-à-dire ceux qui sont... effectivement, c'est à peu près toujours cette configuration-là. En revanche, ceux qu'on a embarqués et ceux qui ont goûté à ces modes de fonctionnement agile, quel que soit leur profil, ils adorent. C'est-à-dire que même ceux qui avaient des freins, c'est entraînant. Ils sont convertis à des modes de fonctionnement où finalement leur avis compte de façon... très réel et très pragmatique. C'est-à-dire qu'on va vite à montrer des choses et à produire des choses concrètes. Oui. Et donc, c'est très, très embarquant. Ouais.
moi j'avais encore une chose que j'avais trouvée aussi importante, c'est que dans cette construction, il y a les personnes de l'entreprise, mais il y a également les clients, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On a eu également le souci d'identifier quelques clients pour qu'ils testent, pour qu'ils voient, parce que nous, on a notre vision quand on est à l'intérieur de l'entreprise, mais c'est important que ceux qui sont des utilisateurs puissent également nous faire un retour sur ce que l'on pense être ce qu'il faut faire. Donc on a eu ce souci. Et c'est également intéressant parce que les clients, ça leur permet de voir, ça leur montre aussi qu'ils ont de l'importance, qu'on pense à eux. C'est un travail d'équipe, quoi. Donc au bénéfice de nos clients, mais au bénéfice de nos équipes, je trouve que c'est plutôt emballant pour tout le monde. Anne Bellery, il est aussi question dans cette digitalisation du parcours client, dans tous ces enjeux nouveaux, ces métiers nouveaux autour du parcours client d'aujourd'hui, c'est tout ce qui impacte les attentes du consommateur, les envies du consommateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le consommateur, il y a aussi tout l'écosystème et les sources d'influence du consommateur. Comment vous travaillez là-dessus? Comment vous expertisez la chose là-dessus? Le consommateur, il est tout à l'heure, on parlait de la publication. Je reviens un peu en arrière. On parlait de la publication des informations. En disant, on a intérêt à être transparent parce que le client, il attend. De toute façon, si vous n'en publiez pas des informations, les gens l'auront quand même. Et quelle que soit la taille de l'entreprise, ils l'auront par du bouche à oreille, et du bouche à oreille qui passe sur les réseaux sociaux. Et donc, qui vont influencer la position du consommateur. Donc, nous, on fait attention à l'écosystème global. À tout ce qui peut impacter le consommateur. On est quand même convaincu. Alors après, je pense que ça dépend probablement des business et des enjeux de chacun, mais nous, on a un sujet de fidélisation de nos clients. Au-delà de la vente, on a un sujet de fidélisation des clients. Et donc, on est très vigilant à toujours être en posture, finalement, de conseil, d'éclairage. Et ça peut passer par nos sites, par nos parcours, par nos conseillers, par les gens qu'on a dans nos accueils, mais ça va passer aussi par des tiers, des relais. On parlait des clients, alors nous on a plusieurs types de clients, mais oui, autour d'un consommateur, il y a un écosystème qui échange, et cet écosystème, il est puissant parce qu'il est relayé par les réseaux sociaux, donc on est vigilant à tout ça. Après, les réseaux sociaux nous ont apporté de très bonnes surprises en fait chez Suez, avec des gens qui s'expriment des fois sur des périmètres en disant qu'ils sont très satisfaits d'un service. Ce qu'on n'attendait pas, on avait une peur en interne, vraiment en se disant ça va être un endroit où les gens vont toujours être sur des sujets négatifs. C'est pas du tout le cas. On a aussi beaucoup de clients, et on les utilise comme ça, qui nous donnent des informations sur ce qu'ils souhaiteraient voir de nouveau. Et donc on intègre progressivement au rythme, voilà. Mais cette interaction entre le client et nous via le digital, ça permet vraiment, je pense, d'aller dans le sens qui est gagnant-gagnant entre le client et l'entreprise. Et pour moi, ça marche bien. Stéphane Mauduit, oui, évidemment alors, sur l'environnement du client. L'environnement et dans une démarche en ce qui vous concerne B2C. Oui, B2C et B2B. Alors nous, c'est particulier parce qu'on est aussi dans le médical, donc on a des contraintes réglementaires. On ne peut pas tout dire. Tous nos médicaments ou nos dispositifs médicaux qui sont avec une prise en charge à la sécurité sociale. Je rappelle très globalement les bas de contention, pour faire simple. Oui, les bas de compression, bas de contention ou collants. Comme moi, je porte des chaussettes, par exemple, de compression hommes. Donc c'est pour tous les âges, pour aussi bien les femmes que les hommes. Ça, c'est le point publicité. Mais en fait, il faut faire très attention à ce qu'on va dire, puisque comme il y a une prise en charge justement de nos dispositifs médicaux, nos médicaments, on n'a pas le droit de faire de la promotion ou de la publicité. Par contre, on se rend compte que nos clients parlent de nous, que ce soit des pharmaciens ou que ce soit des médecins, ils peuvent parler de nous sur des réseaux sociaux, sur des blogs, sur des communautés, des groupes donc fermés.
ou même ouverts. Quels Et donc, sont vos outils pour traiter tout ça, eh ben, il y a, pour alors, appréhender tout ça? eh ben, il existe des outils. Nous, on est en train de réfléchir à ce projet. Aujourd'hui, c'est un prestataire externe. Donc, pour rejoindre ce qu'on disait, on ne prend pas toujours des experts en interne. On se fait au départ accompagner d'agences qui sont là pour nous apporter les solutions attendues, pour faire de l'écoute, donc du social listening, on dit encore, pour parler français. Donc, on fait de l'écoute client sur les réseaux sociaux pour savoir tout ce qui va se dire sur nous. Et parfois, on est submergé par l'information, puisqu'il se dit beaucoup de choses, et d'autant plus pour nous, puisque notre activité médicaments, elle est à l'international, dans plus de 122 pays. Donc on peut parler à tout moment de notre offre sans qu'on le sache. Donc il faut absolument, à un moment donné, qu'on ait cette information, puisque ça participe à ce que j'appelle moi l'amélioration continue de nos services ou de nos produits, puisqu'il va y avoir des gens contents, pas contents. Donc il faut se servir de cette information pour nous améliorer aussi au quotidien et leur apporter des offres, qu'ils soient produits ou services, pour les accompagner au quotidien dans les services qu'on leur propose. Allez, dernière question, parce qu'hélas, le temps passe très vite. Très concrètement, Stéphane Mauduit, gardez le micro, quel gain pour votre entreprise, pour votre société, d'avoir appréhendé évidemment tous ces enjeux autour de la digitalisation? Est-ce que vous sauriez nous quantifier voilà, cette performance gagnée? Alors, c'est une très bonne question, puisque c'est la question qu'on nous pose en ce moment. Puisque ce qu'il faut savoir aussi, que quand on met en place des choses, il y a ce que j'appelle la face cachée, enfin immergée de l'iceberg, qui demande aussi de l'investissement, parce que le digital, c'est pas gratuit, malheureusement, même si on l'a dit trop longtemps et trop souvent. Il y a de l'organisation, il y a les systèmes d'information des entreprises qui sont touchés. Donc ça veut dire qu'il y a des gens au niveau informatique qui doivent aussi, à un moment donné, se mettre au niveau de ce qu'on va leur demander pour partager l'information. Il y a la data, donc ça veut dire aussi mettre un référentiel client unique, donc pouvoir, à un moment donné, à un seul endroit, avoir une base de données, pour la faire très simple, qui puisse recueillir toutes les informations que vous détenez sur vos clients, qu'elles soient donc l'information socio-économique que l'on a, mais également comportementale, puisque le digital, quand vous venez sur un site, on va tout savoir sur tout ce que vous avez fait. Les rubriques, les pages que vous avez regardées. Et au moment où vous vous loguez, en plus, là, on pourra rattacher un nom et un prénom à tout ce parcours qu'il y a eu sur le site, donc designé notamment par un UX designer, pour faire un peu des passerelles avec ce qu'on a dit précédemment. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, du coup. Le gain, le gain, c'est très compliqué. Effectivement, le ROI, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Nous, par exemple, dans l'approche engagement client, ROI, pardon. Retour sur investissement, aussi de nos investissements qu'on va mettre en œuvre, c'est très compliqué. Ce qu'on a, c'est des études, notamment Forrester, qui est un gros cabinet d'études américain qui a comme mission de donner un peu des retours sur ce que l'on fait. On part du principe que quand on met tous ces outils pour engager encore plus le client, on peut avoir des croissances en moyenne entre 14 et 20%. Voilà. Mais ça ne va pas se faire tout de suite. Voilà. Même le parcours client ne se fait pas en une semaine. Il nous faut parfois plus d'un an pour commencer à bien connaître le parcours client qu'on va pouvoir affiner pour toujours mieux adresser notre client. Donc, c'est pour ça que on se garde ces 15% en tête. Je pense que c'est en tout cas le Forrester nous accompagne plutôt sur ce genre de chiffres. Ouais. Bruno Da Silva, B2B. Oui, B2B. J'écoutais et je m'interrogeais. Le gain, en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se serait passé si on ne l'avait pas fait Et franchement, aujourd'hui, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, ce n'est pas que des services ou des produits qu'on vend, mais pour pouvoir fonctionner, il faut qu'on soit attractif. Et pas uniquement pour des clients, mais pour nous qui sommes dans le service, on a besoin d'avoir des ressources, des compétences pointues. Et si nous n'offrons pas un environnement moderne ou un environnement qui permet aux personnes de se projeter, quelque part, on n'existe plus. Si je ne recrute pas, j'existe pas. Si on n'innove pas. Si on n'innove pas, on n'existe pas. On n'attire pas. Et alors, tant qu'on a encore les clients qui ont un certain âge, bon, on arrive encore à ça va bien. Jusque-là, ça va. Et puis progressivement, on ne le voit pas parce que ça se fait de manière très insidieuse. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne renouvelle pas notre clientèle. Et ça, on ne voit pas tout de suite le coup venir. Et là, il y a des parts de marché qui sont prises par d'autres. Il y a des recrutements que vous ne faites pas. Et là, quelque part, vous pouvez être amené à précipiter une situation. Voilà. C'est pour ça que quand je dis le gain, ce qu'il y a de sûr, c'est que je ne regrette pas. Je n'ai pas calculé de savoir. De toute façon, il fallait le faire. Et je suis plutôt content et les équipes aussi. Anne Bellery, un impératif évidemment, on l'a bien compris, difficilement quantifiable, difficilement
appréhendable, mais dans un secteur concurrentiel, et l'eau et les déchets sont un secteur hautement concurrentiel. On ne va pas chercher la même chose en fonction de l'activité. Alors sur l'eau, on va aller chercher de la satisfaction client. Donc on va mesurer la satisfaction de nos clients. On fait ça depuis très très longtemps. Dans le sens où on n'a pas trop le choix en fait. Sur la plupart des zones. Oui, mais notre objectif, c'est que le client il soit satisfait du service. Nous, on a une obligation d'avoir des clients satisfaits. Donc pour nous, c'est un enjeu de s'assurer et de mettre à disposition des outils et des services qui correspondent aux attentes des clients. Donc ça, c'est un métier où on va chercher vraiment de la qualité finalement. Ça va être notre premier objectif. Sur d'autres métiers, et je pense aux déchets et notamment au traitement de déchets, on a mis en place des parcours en ligne et on a touché des nouveaux clients, B2B, des gros clients, des ports, la douane, des gens qui n'étaient pas du tout, qu'on ne connaissait pas en fait. Ce n'est pas nos clients historiques, ça va être les déchets, ça va être les entreprises qui doivent traiter leurs déchets. Et donc, les collectivités. C'est le digital qui nous a ouvert très clairement sur des nouveaux clients B2B. Parce que c'était des clients qui étaient habitués à ces usages-là et finalement qu'on a pu attirer comme ça. Donc en fait, le gain dépend vraiment. On ne va pas chercher la même chose selon le secteur d'activité. Globalement, toujours, en revanche, on mesure. C'est-à-dire qu'on va mesurer si on a bien une amélioration de la satisfaction. On va mesurer. D'abord, on les interroge aussi en ligne, nos clients. Est-ce qu'ils sont contents du service qu'ils ont eu, de la même façon qu'on mesure les appels et qu'on interroge nos clients sur les appels, on les interroge en ligne. Voilà, on a eu d'accès à des nouveaux clients. On a aussi des nouveaux business models qu'on a montés. Complètement en ligne, là où avant on montait des infrastructures physiques, des grosses usines, et on a monté des business digitaux. Donc là, on a mis plus de moyens. C'est pas le même type de démarche. Par contre, la logique est la même, c'est-à-dire se mettre à la place du client et dire pour lui qu'est-ce qui est le plus simple. Est-ce que c'est du digital? Et si c'est du digital, être prêt nous à changer. Et c'est pas toujours facile en fait parce que des fois, on posait les règles du jeu et aujourd'hui, c'est le client qui pose les règles du jeu, en fait. C'est ça que ça veut dire. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. On peut les applaudir si vous voulez bien. Bruno Da Silva, donc l'expertise comptable Exco, Stéphane Mauduit d'Inotera et Anne Bellery de Suez. On se donne peut-être quand même quelques minutes pour un petit jeu de questions-réponses. Allez, j'ai une première question. Nous avons une première question au milieu. On va vous donner un micro, ça prend quelques secondes, mais au moins ça permet à tout le monde de vous entendre et ça permet à Jacques Touvenot de vous mettre en image. Oui, votre nom, prénom, votre fonction. Bonjour, Michel Maquiela, je dirige le programme exécutif MBA en fait, de l'ICN et justement qui a pour but de préparer en fait, des cadres à occuper des fonctions de direction ou de leader par rapport à des enjeux de demain, dont la transformation digitale. Pas que RSE, innovation, etc. Alors moi, et en plus, ça tombe bien, moi je m'occupe justement de ce sujet, j'inaugure le cursus sur la transformation digitale. Donc on a des étudiants d'ailleurs ici présents en fait dans ce programme. Et moi je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt parce que vous avez des exemples concrets à donner. En fait, on voit bien que ce projet de digitalisation de parcours client, ça se conduit par des projets transverses. Vous avez sans arrêt cité toutes les fonctions qui étaient impliquées. En intégrant en plus le client, donc on parle d'entreprise étendue. Et moi j'ai une question d'organisation en fait là-dessus, parce que c'est qui a le leadership de vos projets en fait? Parce que là j'ai compris, vous avez insisté par exemple sur la notion de sponsor de la direction générale, mais ça suffit pas. Derrière c'est qui prend le lead, j'ai bien le lead de ce type de projet, direction marketing, direction IT ou une autre. Qui répond? Anne Bellery. C'est peut-être différent selon les organisations. D'ailleurs, chez nous, c'est différent selon l'endroit où on se situe. C'est des équipes dédiées, en fait. C'est des nouvelles équipes. C'est pas la direction marketing, pour nous. C'est des directions digitales. C'est-à-dire qu'on monte au moment où on veut lancer un projet. Ça va être tout petit au départ. Moi, j'ai construit une direction digitale e-business là où il n'y avait rien.
On a commencé avec 3 personnes, même pas 2 personnes, et puis un peu d'externes. Hein, et on a ensuite construit des business models. Ça rentre pas dans les cases, en fait. Ça rentre pas dans l'organisation classique, marketing, commercial, opération. Ça ne rentre pas. Enfin, pour moi, ça ne rentre pas dans les cases. Stéphane Mauduit, Inotera. On m'entend. Oh. Reprenez votre micro-main. Ah, 1, 2. allez. Ah, ça y est, c'est revenu. C'est bon. Nous, on a fait le choix, en tout cas, le COSTRAT d'Inotera, justement, de créer ce pôle digital et engagement client, donc qui est un pôle support au marketing, mais également au service commercial. D'accord ? Et comme on est transverse, le lead, on va l'avoir, par exemple, mais par contre, je vais devoir travailler, donc identifier quels sont les référents que je vais avoir dans les autres services pour pouvoir répondre à leurs demandes, en fait. Donc, pour moi, mes clients, en interne, en tout cas, sont les différents services qui ont bien sûr d'abord élaboré une stratégie marketing et communication globale. Et ensuite, on va arriver, parce qu'ils vont nous dire maintenant, pour adresser mes clients sur des sujets plus digitaux, comment tu vas pouvoir les adresser, sur quel canal ou quel canal, s'il y en a plusieurs qui s'offrent à nous, pour que je puisse les accompagner et leur donner les outils ou les conseils pour pouvoir mener à bien leur projet. Juste pour apporter une autre petite précision, je dis ça ne rentre pas dans les cases et ça va plus vite à accélérer si on crée un endroit, alors un pôle d'engagement ou une structure, parce que justement cette structure elle n'est pas soumise aux images classiques de fonctionnement de moi je vais te faire mon expression de besoin, toi tu dois l'implémenter, puis toi tu vas tester, puis toi tu arriveras après parce que tu as juste à mettre en œuvre. Et donc pour faire ça, c'est vrai que créer une structure avec des compétences qui vont de toute façon être nouvelles parce qu'on ne les a pas, ça permet d'accélérer. Et avec un mode opératoire plus court qu'avant, maintenant on parle, alors vous êtes dans le sujet, on parle de méthode agile, donc on dit Scrum aussi, pour encore un gros mot, c'est qu'on part par des itérations assez courtes en fait lorsqu'on a un projet, donc de 15 jours à 3 semaines, et on voit déjà si une idée qu'on a au départ, on peut la réaliser. Donc on perd plus de temps en fait à partir sur un projet qu'on lance et puis on se rend compte qu'au bout de 2 mois, on n'y arrive pas. Là, en y allant pas à pas, en faisant ce fameux test and learn, pour revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on arrive très rapidement à modifier, à changer ou à suspendre un projet qu'on souhaitait mettre en œuvre parce qu'on n'a peut-être pas tout ce qu'il nous faut, que ce soit côté IT, donc système d'information, que ce soit côté expertise ou côté outils, pour mener à bien les sujets que l'on souhaite adresser. Autre question, les cadres, chefs d'entreprise, chefs de service dans la salle, quelque chose vous vient à l'esprit, une interrogation par rapport à tout ce qu'on a dit? Non, personne? Je vous donne encore cette opportunité une fois. Les étudiants qui sont là-haut de l'ICN, il y a quelque chose qui vous turlupine sur quelque chose sur laquelle vous vous projetez? Non, personne ne veut intervenir? On reste là-dessus? Vous êtes sûr? Ok. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Merci infiniment de votre participation à cette table ronde. On se donne de nouveau un petit quart d'heure, 20 minutes, grand max, pour passer à la seconde table ronde qui est sur l'hydrogène avec également que des intervenants experts passionnants. Merci beaucoup.